Mon frère a ricané. Ton gamin n'ira nulle part dans la vie. Toute la table a éclaté de rire, sauf mon fils, qui s'est muré dans le silence. J'ai simplement répondu, c'est bon à savoir. Je vais donc annuler le virement automatique pour l'école de design de ta fille. Mon frère m'a fixé, bouche bée. Ma mère a chuchoté, ne gâchons pas l'ambiance, s'il te plaît. C'était pourtant le 65e anniversaire de ma mère, et elle avait organisé ce dîner comme s'il s'agissait d'un mariage princier. Nous étions tous là, moi, mon mari Richard, notre fils Jules, mon frère David, sa femme Mélanie, leurs 2 filles prétendument parfaites, et quelques membres de la famille élargie qui savaient toujours simuler un sourire et boire juste assez de vin pour sortir une énormité au moment du dessert. Le dîner se déroulait dans une brasserie chic et hors de prix du centre-ville. Maman avait réservé un salon privé, sans doute pour s'assurer que nos drames familiaux ne s'étalent pas en public. Trop tard. Jules venait d'avoir 13 ans. Ce n'est pas un garçon bruyant, il ne cherche pas à se donner en spectacle, c'est le genre d'enfant qu'on finit par oublier dans les réunions de famille parce qu'il n'est pas désespérément en quête d'attention, contrairement aux filles de David qui ne laissent passer aucune occasion de rappeler à tout le monde à quel point elles sont talentueuses. L'une chante, l'autre danse, et toutes 2 fréquentent un conservatoire privé qui coûte plus cher à l'année qu'un master à l'université. C'est moi qui paie pour ça. D'ailleurs, discrètement chaque mois, juste pour donner un coup de pouce. Jules, de son côté, avait sorti un stylo et dessiné sur une serviette en papier. Il dessine toujours quand il est nerveux. Ox s'ennuie, et je voyais bien qu'il ressentait les 2 à la fois. C'est alors qu'est arrivé ce moment qui tourne encore en boucle dans ma tête, David s'est calé au fond de sa chaise, arrogant. Ivre de Bordeaux et de sa propre suffisance. Il a regardé Jules, l'a observé une seconde, puis a ricané, un vrai rire méprisant, avant de lâcher, ton gamin n'ira nulle part dans la vie. La table a ri, comme s'il venait de faire une plaisanterie brillante. Vous savez, ce genre de rire nerveux que les gens forcent quand ils ont peur de ne pas suivre le mouvement? C'était exactement ça, sauf pour Jules. Il a arrêté de dessiner, ses yeux ne sciaient même plus. J'ai regardé David droit dans les yeux et j'ai dit, c'est bon à savoir. Je vais donc annuler le virement automatique. Pour l'école de design de ta fille. C'était comme lâcher un verre en cristal et le regarder se briser au ralenti. David ne disait plus un mot, Mélanie était devenue livide. Ma mère n'a pas croisé mon regard, elle a juste repris son verre de vin et a murmuré, ne gâchons pas l'ambiance. Mais je l'avais déjà gâché, ou peut-être ne l'avais-je pas ruiné, peut-être avais-je simplement exposé la réalité telle qu'elle était. Ce soir-là, à la maison, Jules m'a tendu la serviette sur laquelle il avait dessiné. C'était la table du dîner, nous tous, mais dans sa version, la moitié des convives avaient des têtes de loups. Pas des loups de dessins animés, non, des créatures acérées, aux aguets, avec des crocs bien visibles. Mon frère, ma mère, les autres. Il ne s'était pas dessiné lui-même. Je suis resté là à contempler le dessin pendant un long moment, puis je suis allé à mon bureau, je me suis connecté au portail de l'école et j'ai annulé le prochain paiement. Ce n'était pas à cause de ce que David avait dit, mais à cause de ce que personne d'autre n'avait dit. Richard m'a dit que j'étais mesquine, que David faisait juste son frère, que c'était mon orgueil qui parlait. Il a ri, il a vraiment ri, en disant que Jules aurait oublié tout ça dès demain matin, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette serviette et de la façon dont tous ces loups souriaient. Après avoir annulé les frais de scolarité, je n'ai rien dit, j'ai attendu. 3 semaines plus tard, Mélanie m'a envoyé un SMS, « Coucou Morgane, c'est bizarre, on dirait que le virement pour l'école n'est pas passé, tu pourrais vérifier ?» J'ai fixé le message une bonne minute avant de répondre, « Ce n'est pas bizarre, je l'ai annulé. » Elle n'a pas répondu. Le lendemain, David a appelé à l'endroit au but comme à son habitude, disant que sa carte avait été refusée quand ils avaient essayé de régulariser la situation et demandant quel était mon problème. Je lui ai dit qu'il devrait probablement commencer à gérer les finances de sa propre famille. Il m'a traité d'aigri. Je lui ai répondu que j'en avais juste assez de nourrir les loups. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer, par petites touches silencieuses. Ma mère s'est soudainement passionnée pour les groupes de discussion familiaux, envoyant des photos, taguant tout le monde sur les clichés de ce fameux dîner comme s'il s'agissait d'un moment idyllique.
Elle écrivait ma magnifique famille sous chaque publication. Jules n'apparaissait sur aucune photo. Je l'ai remarqué, mais je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte. Puis est venu l'anniversaire de la plus jeune de David. Tout le monde était invité, sauf nous. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a dit « Tu as été si occupé ces derniers temps, je pensais que tu voudrais ton week-end de libre. » Je lui ai dit que nous avions déjà préparé un cadeau, mais elle m'a suggéré de le déposer sur le perron, sans besoin d'entrer. Jules a entendu cette conversation. Il n'a rien dit, mais il a ramené tranquillement le cadeau dans sa chambre, l'a ouvert et a commencé à jouer avec. Il n'a plus jamais posé de questions sur ses cousines. Je m'attendais à ce que Richard soit de mon côté, ou au moins neutre, mais un soir après le dîner, il m'a dit qu'il avait croisé David à la salle de sport et que celui-ci semblait vraiment affecté par ce que j'avais fait. Il pensait que je devrais me montrer plus intelligente et m'excuser, sinon auprès de David, au moins auprès de ma mère. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu. Parce que tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Alors, je lui ai posé une question que je n'avais pas prévu de poser, est-ce que tu as ri, à table, quand David a dit ça sur Jules? Il n'a pas répondu. Je pense que c'est à cet instant précis que j'ai cessé de le voir de la même manière. Après cela, j'ai commencé à me désengager de tout, silencieusement. J'ai arrêté de payer la femme de ménage chez mes parents, j'ai coupé l'aide pour les courses mensuelles que je couvrais pour ma mère depuis la mort de papa, et j'ai arrêté de gérer la boutique en ligne que j'avais aidée Mélanie a monté l'année dernière. Je n'ai envoyé aucun message, aucune annonce, j'ai juste débranché tout ce que je portais à bout de bras depuis des années. C'est là que les appels ont commencé. D'abord ma mère, faisant semblant de ne rien remarquer, puis des messages vocaux de Mélanie, de plus en plus mal à l'aise, et enfin David lui-même, hurlant cette fois dans le téléphone que j'essayais de punir ses filles pour une simple remarque. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas encore fini, loin de là, car il restait une dernière chose à régler. Environ une semaine après avoir coupé la boutique de Mélanie, j'ai reçu un appel du collège de Jules. La conseillère principale d'éducation m'a demandé de venir pour une réunion informelle, rien d'urgent. J'y suis allé, je me suis assise face à elle dans un petit bureau lumineux avec des affiches sur la bienveillance au mur. Elle avait l'air gentille, le genre de personne qui apporte des gâteaux à ses collègues. Elle a souri. Mais on sentait une tension. Elle m'a dit qu'il y avait eu un signalement, rien d'officiel, mais que quelqu'un avait contacté l'école anonymement pour s'inquiéter d'un environnement familial potentiellement instable pour Jules. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas une accusation, juste une vérification nécessaire. J'ai demandé si Jules avait dit quelque chose, non. J'ai demandé s'il prenait du retard en classe, non plus. Puis j'ai demandé, est-ce que quelqu'un d'autre de ma famille a été en contact avec l'établissement? Elle a marqué une pause, disant qu'elle ne pouvait pas répondre. C'était ma réponse. Je n'en ai pas parlé à Jules tout de suite, pas besoin d'ajouter du poids sur ses épaules. Il allait mieux ces derniers temps. Il semblait plus léger et s'était même remis à la peinture, de la vraie peinture cette fois. Sa dernière œuvre représentait une fille faite d'engrenages et de fils de fer, il l'avait intitulée la Force tranquille. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet avec Richard. Je pensais qu'il serait choqué, outré, mais il s'est juste calé dans sa chaise, s'est frotté le visage et a dit, il est peut-être temps de parler à ta famille, de crever l'abcès. Je lui ai demandé quel abcès il voulait crever. Je lui ai dit que quelqu'un avait essayé de faire croire que je négligeais notre fils. Et que sa solution était un café-discussion. Il a soupiré comme s'il était fatigué de porter le fardeau de mes réactions, puis il a gaffé. Il a dit, écoute, ce n'est pas comme si on n'en avait pas déjà discuté ensemble. C'est là que tout est sorti. Ils s'étaient réunis ma mère, David, Mélanie et Richard dans un café en ville, s'asseyant probablement autour d'un expresso pour décider comment gérer Morgane. Mon nom n'avait même pas été mentionné jusqu'au moment de planifier la gestion des dégâts. Richard a affirmé que ce n'était pas une trahison, qu'il voulait juste les aider à comprendre ce que je traversais. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit exactement sur ce que je traversais. Il n'a pas répondu, il a juste ajouté qu'il n'avait pas tout à fait tort. Que j'allais peut-être trop loin en isolant Jules et en coupant les ponts, et que je devais faire la paix. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est éteint en moi.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. J'ai juste hoché la tête, je me suis levé et, pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte de la chambre derrière moi. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Rien de radical, je voulais juste retirer le nom de Richard de certains comptes et déplacer des fonds. Je me suis dit que c'était juste une préparation. Plus tard dans la journée, Jules a scotché un nouveau dessin sur le frigo. C'était une maison, la nôtre, une petite maison de plein pied dessinée au fusain et au pastel vert. 2 personnes se tenaient devant. Une femme et un garçon. Tous les autres étaient loin, dans le lointain, leur visage était flou. En haut, en petites lettres capitales, Jules avait écrit un seul mot, libre. Je suis resté là à le regarder longuement. Richard est passé devant 2 fois ce soir-là sans dire un mot. Peut-être n'a-t-il pas reconnu la maison, mais moi si, parce que ce n'était pas celle où nous habitions. Pas encore. 2 jours après avoir déplacé l'argent, Richard est rentré avec des fleurs, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Il les a posées sur le plan de travail. M'a embrassé la joue comme si tout allait bien et a suggéré que nous sortions dîner, juste tous les 2. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce qu'on est tendu. J'ai dit que je n'avais pas faim. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le changement dans son regard, comme si son charme n'avait pas opéré comme prévu. Cette nuit-là, je suis resté éveillé alors qu'il ronflait à mes côtés, me demandant combien de fois j'avais trouvé des excuses pour lui auprès de ma mère, de David, de Jules, et de moi-même. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix était d'une douceur écœurante. Elle a dit avoir appris par Richard que je me sentais débordé et qu'ils priaient tous pour moi. Je lui ai demandé si elle avait appelé l'école. Elle a marqué un temps d'arrêt, juste 1 seconde de trop, avant de dire qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais. Puis elle a ajouté, « Tu as toujours été si entière, Morgane. Même petite, tu n'as jamais su pardonner. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Cet après-midi-là, Richard a reçu un appel de David pendant que nous déjeunions. Il a décroché à table, a ri bruyamment, puis a quitté la pièce pour finir la conversation. Jules a levé les yeux vers moi une seule fois, n'a rien dit, mais j'ai vu sa main se crisper sur sa fourchette. Une fois Richard couché, j'ai ouvert son ordinateur portable. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Il n'y avait pas de mot de passe, je ne sais pas s'il avait oublié d'en mettre un ou s'il pensait simplement que je ne regarderais jamais. Il y avait des messages, des dizaines. Certains entre lui et David, d'autres avec Mélanie ou ma mère. Il parlait de moi comme d'un cas, une variable instable, quelqu'un qu'il fallait manipuler avec précaution pour que je ne brûle pas. Tout sur mon passage. Il parlait de Jules comme d'une créature fragile endommagée par mon besoin de gagner. Un message de ma mère sortait du lot, elle nous punit parce que son fils n'a rien de spécial. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai dit à Richard que je voulais qu'il soit parti d'ici la fin de la semaine. Il a cligné des yeux, a ri comme si je plaisantais. Puis a réalisé que j'étais sérieuse. Tu vas vraiment foutre notre mariage en l'air pour ça? J'ai répondu, je le détruis parce que tu n'as jamais été de mon côté, pas une seule fois. Il a essayé d'argumenter, de parler de thérapie, de voyage, de nouveaux départs, mais chaque mot me semblait être un parasite de plus. Le vendredi, il était parti. Pas seulement de la maison, mais émotionnellement déconnecté, s'en allant comme quelqu'un qui s'échappe d'une erreur. Jules n'a rien dit quand son père est parti, mais ce soir-là, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a tendu un papier plié. C'était un autre dessin, une route s'étendant à l'infini, 2 silhouettes marchant au loin, sac à la main, avec un lever de soleil en arrière-plan. Pas de titre, pas de nom, juste un message silencieux. Je savais ce que cela signifiait, et je savais ce qui devait suivre. Après le départ de Richard, la maison ne semblait pas vide, elle semblait honnête. Chaque pièce paraissait plus grande, comme si sa présence avait toujours pris plus de place qu'elle ne le devait. Jules n'a pas demandé où il était allé. Il n'a même pas sourcillé quand j'ai emballé les chaussures de Richard pour les laisser sur le perron. Je m'attendais à une crise, une question nocturne, mais il n'y a eu que du calme. Il dessinait davantage, plus de loups, plus de maisons non. Plus. Il a commencé à créer des cartes, des dizaines de cités dessinées à la main avec des rues sinueuses et des symboles inventés qu'il scotchait sur ses murs.
Une carte montrait des rivières coulant à l'envers, une autre s'appelait la limite du suffisant. Une autre n'avait aucun nom, juste des routes tournant autour d'un petit point noir au centre. J'ai demandé ce que ce point signifiait. Il a dit, c'est là où nous sommes maintenant. Moi aussi, je construisais quelque chose. Discrètement, sans consulter personne, j'ai trouvé un poste de coordinatrice logistique en télétravail pour une boîte en Haute-Savoie. Des horaires stables, un salaire décent, pas de politique de bureau. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était à moi. J'ai accepté le poste le jour même où j'ai visité une petite location de 3 pièces nichée derrière une rangée de sapins près d'Annecy. Le parquet grinçait, mais il y avait une véranda que Jules pourrait utiliser comme atelier. Je n'ai dit à personne que nous déménagions. Ni à Richard, ni à ma mère, ni à David ou Mélanie. J'estimais qu'ils n'avaient pas mérité cette information. Un matin, pendant que Jules était au collège, j'ai retiré toutes les photos du salon où apparaissait le visage de Richard. J'ai tout mis dans un carton étiqueté à son nom, je l'ai fourré au fond du placard de l'entrée et je n'y ai plus touché. Ma mère a appelé 2 fois cette semaine-là, je n'ai pas répondu. Mélanie m'a envoyé un mail me demandant le mot de passe des comptes fournisseurs que j'avais créés pour sa boutique, disant qu'elle était bloquée. J'ai lu le mail, puis je l'ai supprimé. Enfin, David a fini par m'écrire. Objet, tu as gagné. Le message était court, amer, disant que j'avais brisé la famille pour rien, que j'étais dramatique et qu'un jour Jules m'en voudrait de l'avoir isolé, que je punissais les gens parce qu'ils n'applaudissaient pas un gamin qui n'avait encore rien prouvé. Il a terminé par « J'espère que ça en valait la peine ». Je n'ai pas répondu car je savais déjà que oui. Jules est rentré le lendemain et m'a trouvé dans le salon en train de scotcher des cartons. Je m'attendais à des questions, mais il s'est juste assis et a commencé à plier ses dessins. Pas tous, seulement ceux qu'il voulait emporter. Les autres, il les a roulés et glissés sous son lit. Nous avons fait nos valises pendant 2 jours, gardant l'essentiel, vêtements, matériel d'art, cuisine. La veille de notre départ, il a frappé à ma porte avec un nouveau dessin. Celui-ci était différent, une large route ouverte serpentant devant des montagnes, avec des arbres penchés vers un petit chalet au bord d'un lac. De la fumée s'échappait de la cheminée et le sentier ne présentait que 2 paires d'empreintes de pas. Il me l'a tendu en disant, j'ai fait celui-là pour la vraie vie. En bas, il avait écrit, commencez ici. Je ne l'ai pas encadré ce soir-là. Je l'ai plié soigneusement et glissé dans la boîte à gants de la voiture. Au moment où Richard a reçu l'avis de changement d'adresse par la poste, nous étions déjà loin. Nous sommes partis juste avant l'aube. Jules dormait sur le siège passager, sa capuche rabattue, ses écouteurs sur les oreilles, son carnet de croquis sur les genoux. Les routes étaient calmes, de ce calme qui vous donne l'impression de vous évader, même quand vous avez parfaitement le droit de partir. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste ressenti ce calme profond, comme lorsqu'une tempête passe et que vous réalisez que le toit a tenu bon. Le nouvel endroit était plus petit que ce dont nous avions l'habitude, un toit en pente et une clôture de travers, mais il y avait ce grand pin devant et la véranda était encore mieux que dans mes souvenirs, inondée de lumière. Jules se l'est approprié instantanément. Nous avons fait les courses, trouvé une librairie d'occasion à quelques rues de là où le propriétaire a laissé Jules épingler un de ses dessins. Nous n'avons pas reparlé de notre ancienne vie, pas une seule fois. Quelques semaines plus tard, Jules a posé une question sur son père alors que nous déballions les derniers cartons de la cuisine. Il l'a dit comme on mentionne un film vu il y a longtemps, sans tristesse, juste par curiosité. Je lui ai dit, ton père va être très occupé pendant longtemps, il ne sera peut-être pas très présent. Jules a juste hoché la tête et a sorti un mug d'un carton, celui que j'avais oublié de rendre à Richard. Il n'a rien dit. Je pensais qu'il y aurait des retombées, une ultime tentative de ma famille pour me faire revenir, mais ils sont restés silencieux, comme s'ils ne savaient pas comment réagir face à quelqu'un qui n'avait plus besoin d'eux. Le dernier message que j'ai reçu était un vocal de ma mère, disant qu'elle espérait que je retrouverais la raison, que les familles se disputent mais que j'étais allé trop loin, puis elle a ajouté. David te regrette, tu sais. J'ai supprimé le message, non par colère, mais parce que c'était pathétique. Les mois ont passé et j'ai vu Jules s'épanouir. Il a rejoint un club de robotique à la bibliothèque locale et s'est fait 2 amis.
Il a recommencé à sourire sans regarder par-dessus son épaule. Un soir, alors que nous mangions des plats à emporter sur le sol du salon. Il a levé les yeux et a dit, « Tu sais ce qui est drôle ? Je crois que c'est le premier endroit où je me sens réel. » Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé et j'ai hoché la tête. Cette nuit-là. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti le dessin du chalet avec les 2 paires d'empreintes. Je l'ai encadré et je l'ai accroché près de la porte d'entrée, pour que chaque fois que nous quittons la maison, nous le voyions, et que chaque fois que nous rentrons, nous sachions exactement où nous sommes.